Bonjour Raphaël Leonetti, merci Bonjour. infiniment d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice. Bienvenue à l'ICH Ouest. Donc vous êtes responsable du lab à l'étude Chevreux à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en quoi consistent vos missions, vous présenter rapidement? Oui, effectivement, je suis, responsable de ce qu'on a appelé le lab à l'Étude Chevreux à Paris, sachant que l'Étude Chevreux, c'est un groupe, qui, est aujourd'hui un peu partout en France, dont une étude, parisienne, avec, plus de 250 collaborateurs. Il y a environ 70 notaires, à l'échelle de toute la France qui, se sont réunis parce qu'ils partagent, un même objectif, de qualité, une même façon de travailler. Une façon de travailler qui a été mise en œuvre par, Bruno Chevreux il y a très longtemps et qui consiste en fait à allier dans notre métier, à la fois le contrat et le conseil. C'est-à-dire qu'au-delà des prestations notariales, on accorde une grande importance à apporter, du conseil, faire des consultations, accompagner nos clients dans leur stratégie, sur, tous les sujets juridiques, qui peuvent, toucher au notariat et donc, qui sont très vastes parce que ça peut aller, Mm. du droit de la famille au droit immobilier, droit de l'urbanisme, droit public. Et donc, à côté des notaires, à l'Étude Chevreux, on a, des juristes qui sont tous diplômés des très grands masters, de droit, des universités françaises, voire étrangères pour certains, et qui ont surtout aussi des expériences professionnelles diverses. Certains ont été, en collectivité territoriale, d'autres en administration centrale, chez des aménageurs, dans des grands cabinets d'avocats spécialisés. Ils vont apporter à l'étude un autre regard, des compétences de spécialistes et permettre d'avoir une approche globale des sujets juridiques, des opérations immobilières. Alors, cette équipe, on regroupe une quinzaine de personnes qu'on a appelé le lab parce qu'on est un vrai laboratoire des idées, un laboratoire juridique des idées de nos clients. On leur propose en quelque sorte d'incuber juridiquement leur démarche de recherche-développement pour, développer de nouveaux montages et aussi développer donc de nouveaux marchés. Mm. C'est voilà, on a l'innovation dans notre ADN et c'est aussi parce qu'on a la chance d'avoir des clients qui innovent et qui, nous permettent donc de marier, la créativité, qui est la leur à la rigueur de la règle de droit. Mm. Mm. Ok, tout un programme pour le coup. Et justement, là, vous parlez du droit immobilier, c'est effectivement ce qui nous a fait appel à vous aujourd'hui, et concernant notamment un peu le remue-ménage qui a été causé causé légitimement ou non, hein, du Conseil d'État en ce qui concerne l'incompatibilité des AFUL et des ASL. Donc, ce sont deux arrêts du 23 janvier et 10 mars dernier qui ont effectivement un petit peu bouleversé le monde de l'ensemble immobilier, notamment alors son montage, mais par la suite sa gestion. Est-ce que justement vous pouvez nous rappeler cette position-là un petit peu rapidement, les arguments posés par le Conseil d'État et en quoi voilà, ça a pu générer quelques difficultés? Oui, bien sûr et si vous me le permettez, je pense qu'il faut déjà, peut-être recontextualiser et rappeler que les personnes publiques, qui ont donc, soit un domaine privé pour les biens qui ne sont pas affectés, on va dire à l'utilité publique, avec des aménagements spécifiques, soit, un domaine public justement pour tous ces biens qui sont Mm. nécessaires à l'exercice des missions de service public, ou, tout simplement parce qu'ils sont le siège des libertés publiques, hein, comme, la voirie par exemple, liberté de circulation. Mm. Mm. Ces personnes publiques sont fréquemment aujourd'hui propriétaires de locaux dans des ensembles immobiliers complexes, plus vastes que, donc leur seul, équipement. Et il y a plusieurs raisons à cela qui se comprennent bien. D'abord la politique immobilière des personnes publiques en matière de valorisation, qu'on sait qui se développe depuis un certain nombre d'années, notamment parce que certains biens publics étaient sous-utilisés, que certains terrains n'étaient pas assez densifiés et donc on a eu une vraie pratique, depuis longtemps de déclassement en volume qui consiste en fait à faire sortir, du domaine public une partie de ce bien, de façon à pouvoir faire des valorisations privées
Mais C'est maintenir quand même sur le site, l'équipement public, ou ses fonctionnalités en les reconvertissant, pour maintenir donc l'affectation au service public. Et puis au-delà de la valorisation des propriétés publiques, on a toutes les politiques urbaines qui fondent aujourd'hui, ces idées aussi de mixité dans les usages, hein, pas uniquement, la mixité dans l'habitat. On cherche à avoir une ville qui propose aussi des quartiers avec, un ensemble d'usages et d'équipements variés et dans lesquels s'inscrivent forcément les équipements publics. On promeut aussi, la densification, on cherche à limiter l'étalement urbain et tout ça implique nécessairement que les personnes publiques soient également des propriétaires parmi d'autres dans des ensembles immobiliers plus vastes. mmh, mmh, mmh. Et tout ça, bah, ça a été rendu possible grâce à la technique de la division en volume parce que, je ne reviens pas sur les grandes décisions connues du Conseil d'État, et de la Cour de cassation d'ailleurs, parce qu'il y a le reflet de la décision de 94 en matière de copropriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Complètement. qui, vient dire que le domaine public est incompatible avec le régime de la copropriété et inversement, la copropriété est incompatible avec le régime du domaine public. Si bien que on a été, conduit à utiliser cette technique de la division en volume, qui permet donc, grâce à un géomètre, de diviser un immeuble en 3 dimensions, puis de donner à chaque volume son autonomie juridique, son propre régime juridique. On a, grâce à cette technique, permis de superposer domaine public et propriété privée, sans qu'il y ait, grâce à la division en volume, de régime de mitoyenneté ou d'indivision Mmh, qui mmh, serait incompatible avec la domanialité publique. Et alors voilà, le contexte est finalement, la loi de 1965, sur la copropriété qui est d'ordre public, en tout cas aujourd'hui en matière de logement, puisque les choses ont été un peu, réformées. Mais la loi de 65 impose de mettre en place on est sur des ensembles immobiliers complexes et qu'on peut ne pas recourir à la copropriété, elle impose la mise en place d'un régime juridique de substitution et ce régime juridique de substitution, bien sûr, il y a tout l'aspect contractuel avec l'état descriptif de division en volume, le cahier des charges de la mmh, division en volume, les servitudes réciproques, et cetera. Mais bien souvent, voire pour certains auteurs de façon fondamentale, il mmh, fallait mettre en place aussi une organisation personnifiée. mmh, Et cette personnification, c'est l'association de propriétaires, ASP, si vous voulez, qui regroupe à la fois les ASL, les AFUL et qui sont soumises donc à l'ordonnance, du 1er juillet 2004. Alors les personnes publiques pouvaient-elles être membres de ces ASP? En tout cas, leurs biens, puisque ce sont des associations de propriétaires et donc contrairement aux associations, classiques, 1901, elles sont des associations qui regroupent des biens et mmh, dont les biens ne peuvent pas sortir du giron de l'association, j'y reviendrai. Eh bien, les personnes publiques, évidemment, ont participé à ces associations et une circulaire de 2007, mmh, en application de l'ordonnance de 2004, a clairement exprimé que la personne publique peut être membre d'une ASP, aussi bien au titre de son domaine public que de son domaine privé mmh, mmh, et donc il était, tout à fait légitime qu'on ait du domaine public dans ces associations et associations dont l'utilisation est fondamentale, comme je le disais, puisque elle présente un avantage majeur pour assurer une bonne tenue et la pérennité de gestion de ces ensembles immobiliers. Parce que d'une part, bah, vous avez ce régime dit réel de ces associations qui fait qu'en fait, hein, les propriétaires associés ne peuvent mmh, pas s'affranchir de leur appartenance à l'association. Et puis, vous avez le pouvoir spécifique qui est conféré à l'ASL pour recouvrer les charges mmh, et qui consiste notamment en la mise en place d'une hypothèque légale sur les immeubles, compris dans le périmètre de l'association et qui permettent donc de garantir le paiement des charges par le propriétaire de chacun des biens compris dans, le périmètre de l'association. Et c'est justement ce point-là qui était au cœur les 2 du arrêts. litige et des arrêts, puisque le Conseil d'État a considéré que ce régime d'hypothèque légale est incompatible avec le régime de la domanialité publique et surtout avec la règle de l'inaliénabilité. Un bien inaliénable ne peut pas faire l'objet d'une cession forcée et donc une hypothèque sur ce bien, serait par définition, tout à fait neutralisée et Mmh, donc son exécution serait neutralisée, si bien que le Conseil d'État a considéré qu'il y avait une incompatibilité. Alors, oui, bien sûr, c'est une position, très critiquée,
Pour des raisons théoriques sur lesquelles je ne reviendrai pas, hein, je vous renvoie, à un certain nombre d'articles qui ont été publiés, notamment récemment par le professeur, Gisbert, qui est, un des seuls privatistes à avoir écrit aussi sur l'affaire, hein, ce qui est important puisque ces régimes d'hypothèque légale sont quand même bien connus des privatistes et évidemment, donc la décision a été critiquée en théorie, mais aussi en pratique puisque, comme je vous le disais, sur la base de l'ordonnance de 2004 et de la circulaire d'application, a été mise en place une pratique très cohérente et efficace, légitimement déployée parce qu'elle se fondait justement Mm. sur les propos de la circulaire. Et aujourd'hui, il y a un coup fatal qui est porté à cette pratique et qui fait que, voilà, à la lecture de l'arrêt, il y a plusieurs conséquences, qui font qu'on ne peut plus utiliser ce régime comme on l'utilisait auparavant. Ouais. Alors moi, je retiens, notamment 3 conséquences, hein. La première, c'est que un bien qui est acquis dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires, et ça c'est la solution qui est donnée dans les 2 affaires, ne peut pas entrer dans le domaine public. Réciproquement, deuxième conséquence, un Mm. bien qui fait partie du domaine public et si, je reviens sur ce que je disais précédemment, dont on veut, pour lequel on veut, finalement limiter, l'usage public par un déclassement en volume, eh bien, très bien, vous pourrez déclasser, je ne sais pas moi, 4 étages d'un immeuble en volume pour, superposer domaine public et propriété privée. Mais vous ne pourrez pas, à l'échelle de tout cet immeuble, mettre en place une ASL parce que le Mm. domaine public préexistant ne pourra pas faire l'objet, ne pourra pas être inclus dans une ASL ou une AFUL. On retrouve en fait la même règle que pour la copro. Pour la copropriété. Mm. C'est vous avez une chronologie qu'applique le Conseil d'État face à ce conflit de normes. C'est le régime qui préexiste qui va s'appliquer au détriment de l'autre et donc si c'est, vous une personne publique achète un bien qui est déjà compris dans une association syndicale de propriétaires, bah, quelle que soit l'affectation qu'elle donnera à ce bien, même s'il est indispensable au fonctionnement du service public, ce qui peut poser des questions d'ailleurs, eh bien, il ne pourra jamais, rentrer dans le domaine public. À l'inverse, si, la personne publique est propriétaire de domaine public, elle ne pourra pas, mettre en place, à l'échelle d'un immeuble, complexe dans lequel il y a aussi des propriétés privées, bien, elle ne pourra pas inclure le périmètre d'une ASL pour la gestion de cet immeuble. Mm. Donc Mm. on a vraiment ces 2 conséquences majeures. La troisième conséquence ou plutôt enseignement, qu'on doit tirer de ces jurisprudences, c'est que le Conseil d'État par le 2e arrêt, enfin la 2e décision du 10 mars, a quand même pris conscience qu'en 2004, lorsque le régime des ASL a été modifié par l'ordonnance, même si l'ordonnance était d'application immédiate, c'est par cette ordonnance que l'hypothèque légale a été, instituée dans le cadre des ASL et donc il a considéré dans cette affaire que toutes les ASL qui ont été mises en place avant 2004 ne pouvait Mm. pas, se trouver dans cette situation d'incompatibilité et la solution qu'il propose, c'est du coup de neutraliser, l'hypothèque légale pour les biens du domaine public qui étaient compris dans une ASL avant 2004. C'est pas la même chose pour les AFUL pour lesquels depuis l'origine, Mm. l'hypothèque légale existe. Oui, parce qu'on est bien, c'est vrai qu'on a les deux arrêts. Le premier concerne l'arrêt du 23 janvier, traite de l'incompatibilité avec une AFUL, et puis le deuxième avec l'ASL. Effectivement, il y avait une sorte de PAC du début d'année. Et justement, sur cette question, hein, vous l'avez bien dit, effectivement, c'est vrai que c'est une pratique qui finalement, on peut considérer qu'elle avait été encouragée, notamment vous évoquiez cette circulaire de 2007. C'est vrai que maintenant, il y a une sorte de coup d'arrêt. Et alors justement, comment on fait pour régulariser ces ensembles immobiliers qui ont été créés, montés de cette manière-là? Comment on fait pour les régulariser et comment on peut imaginer les futurs montages, justement? Heu, Déjà, peut-être qu'il faut se dire que on ne va pas avoir, de problème dans toutes les situations où on a du domaine public dans une division en volume. Pour que ce soit bien clair, ce n'est pas la technique de la division en volume qui est remise en cause, c'est bien la mise en place d'une association syndicale de propriétaires à l'échelle d'un ensemble immobilier Mm, mm, qui comporte aussi du domaine public parmi les volumes. Il y a des cas où vous allez avoir un volume public, une voirie, un réseau, qui, ne profite d'aucun équipement collectif au sein, de l'ensemble immobilier et dans ces cas-là, la pratique, en tout cas notariale, a toujours été de ne pas faire participer la personne publique propriétaire à l'association mise en place à complètement, l'échelle de l'ensemble immobilier. complètement. Des systèmes de servitude pouvaient suffire dans des cas comme cela. C'est donc tous les autres cas
les cas dans lesquels il y a des équipements collectifs, des problématiques de gestion, d'entretien, auxquels la personne publique doit participer parce que son domaine public profite de ces équipements collectifs, c'est dans tous ces cas-là, en fait, que le problème va se poser puisqu'il faut avoir un régime de gestion, ensemble et de recouvrement de charges, qui puisse Mmh. être, institutionnel et homogène à l'échelle de Mmh. l'ensemble immobilier. Et alors là, dans ces cas-là, effectivement, il faut se poser la question que vous posez justement, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on régularise, l'existant et qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'avenir? Alors sur l'existant, je pense qu'on peut, distinguer, 2 cas. Il y a le cas où on ne pouvait pas, alors qu'on ne le savait pas, hein, je le répète puisque comme vous le disiez justement, la circulaire, invitait plutôt à le faire. Mais Mmh mh. on a intégré du domaine public dans une ASL alors qu'à la lecture de cette jurisprudence du Conseil d'État qui est interprétative et donc rétroactive, eh bien, on ne pouvait pas le faire. Bah, là, même si le juge n'est pas très, bavard sur les sanctions, on peut penser qu'en théorie, il faudra pouvoir faire sortir le domaine public en question du champ de l'association syndicale de propriétaires, ce qui ne sera pas toujours évident, on pourra y revenir. Le 2e cas, c'est celui, qui est traité d'ailleurs dans les affaires, sur lesquelles on s'arrête aujourd'hui, c'est celui dans lequel finalement l'association syndicale de propriétaires préexiste. Et là, pour le juge, les choses sont simples, le bien est dans le domaine privé, du coup, il n'y a pas vraiment de Mmh. régularisation à faire. Le bien est dans le domaine privé, la personne publique reste membre de l'ASL et donc la régularisation, en tout cas, ne concerne pas ses associés au sein de l'association syndicale de propriétaires, ni le régime de l'ASL. En revanche, on peut se poser plein de questions, est-ce que finalement la personne publique qui a cru légitimement que son bien allait être protégée par le régime de la domanialité publique, ne va pas être confrontée à des difficultés de gestion ou des difficultés de protection de son domaine? Mmh. Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser, mais en tout cas, dans ces cas-là, bien l'existant, n'est pas remis en question. L'ASL peut exister puisque le bien, pour le Conseil d'État, n'entre pas dans le domaine public. Donc reste à savoir maintenant pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut Mmh. faire pour Mmh. justement protéger, continuer à permettre aux personnes publiques d'être propriétaires d'un bien qui rentre dans leur domaine public, tout en l'incluant dans une organisation juridique, qui puisse se substituer du coup à l'ASL. Alors déjà, je reviens peut-être sur les biens qui, vont être dans le domaine privé, du fait, de cette, décision. Sans doute que pour l'avenir, il faudra prévoir pour ces biens une sorte de régime de substitution au régime de la domanialité publique. On a certes les décisions du Conseil d'État, mais il y a aussi toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui impose que pour les biens qui sont nécessaires au fonctionnement du service public, il existe en toute hypothèse un régime, que ce soit le domaine public ou un autre, Mmh. qui permette de protéger, les, exigences constitutionnelles de continuité du service public, de protection des libertés, dont le domaine public est le siège, et protection de la propriété publique. Et donc on peut se demander quand même si la personne publique qui souhaite acheter un local, au sein d'un ensemble immobilier soumis à une ASL, ne doit pas, imposer ou en tout cas négocier que, le cahier des charges, les servitudes, soient rédigés de telle manière que l'affectation de son bien puisse être protégée, même si c'est pas par, les règles de la domanialité publique. Et de la même manière, il faudra que la personne publique s'interroge sur les titres d'occupation, parce que si c'est du domaine privé, elle ne bénéficiera pas, de plein droit du régime des titres d'occupation du domaine public et donc Mmh. Mmh. peut-être qu'il faudra qu'elle se prémunisse, en tout cas, de toute qualification en bail commercial, d'un titre qu'elle accorderait sur un bien dont elle souhaite pour autant, malgré son appartenance au domaine privé, se préserver une possibilité de mutation, de mutabilité, compte tenu, de la protection de l'affectation, à laquelle ce bien est destiné. Mmh. Donc Mmh. ça je pense que pour le domaine privé, c'est très important quand même d'avoir ça à l'esprit. Alors reste le cœur du problème, c'est-à-dire les biens qu'on veut maintenir dans le domaine public, tout en les mettant dans un système de gestion de l'ensemble immobilier. Là, les auteurs qui ont écrit pour l'instant envisagent finalement 2 grandes pistes. La première consiste à aménager, le régime de l'ASL pour le rendre compatible avec la domanialité publique. Alors on a pu écrire que, l'hypothèque pourrait être qualifiée d'hypothèque administrative, suivant les voies d'exécution qui sont propres aux personnes publiques. Vous savez qu'il
il existe des voies d'exécution dites administratives. Le principe d'insaisissabilité, de toute façon, hein, au-delà de l'inaliénabilité, s'oppose aux voies d'exécution privées à l'endroit des personnes publiques et de leurs biens, mais il existe des voies d'exécution administratives et on pourrait tout à fait, en, en tout cas en théorie, mettre en œuvre une voie d'exécution administrative pour sanctionner cette hypothèque légale. Mais le juge n'a jamais exposé cela encore, donc ça reste très théorique. Mmh. On a Mmh. pu lire aussi qu'on pouvait modifier les statuts, on pourrait penser à modifier les statuts de l'ASL pour faire renoncer ses membres à l'hypothèque légale sur les biens du domaine public. Là aussi, c'est dans la mesure où le juge ne viendrait pas dire que le régime de l'hypothèque légale est d'ordre public. Mmh, mmh, Et mmh. d'ailleurs, on lit les conclusions du rapporteur public qui a conclu sur l'affaire JV Immobilier du mois de janvier. Il a plutôt tendance à penser que, à l'instar du régime de la copropriété, ces hypothèques légales sont d'ordre public et sont donc impératives. En ce sens, donc, on ne pourrait pas statutairement Mmh, y mmh. déroger. Alors la seconde pardon, grande piste consisterait à mettre en place un tout autre régime. Non pas chercher à adapter le régime de l'ASL, mais plutôt mettre en place un autre régime, alors par convention bien sûr, éventuellement en y ajoutant une association ou une association 1901 cette fois-ci, ou une union de syndicats lorsque c'est possible, Mmh. afin d'essayer d'institutionnaliser un petit peu le dispositif et de permettre des prises de décision, par un organe plutôt que, par la seule application d'un contrat. Mmh, Mais, mmh. voilà les 2 grandes Ouais, pistes qu'on peut ouais. évoquer aujourd'hui. Alors, on voit bien dans ce que vous dites effectivement que, il y a des solutions évidemment, qui sont plus ou moins, adaptées, mais justement, est-ce que ces solutions sont suffisamment sécurisantes, pour les propriétaires entre guillemets «privés», de la SL ou de la FUL? Est-ce qu'elles sont suffisamment, protectrices du domaine public? Est-ce qu'elles permettent une certaine pérennité? C'est vrai que vous évoquiez la loi de 1901, vous l'avez déjà exprimé. C'est pas le bien qui en est membre, c'est la personne. Donc, en termes de pérennité, de sécurité, dans le temps, c'est un peu délicat. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'il faudrait une intervention de législateur sur cette question-là, créer une sorte de régime spécifique ou aménagé? Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là? C Là encore, je pense qu'on peut distinguer l'existant et le futur et que dans les 2 cas, je vais répondre tout de suite à votre question puis je développerai. Oui, il faut une intervention du législateur, pour sécuriser tant l'existant que les montages futurs. Pour l'existant, la réponse à mon sens est évidente. On a des milliers d'ensembles immobiliers qui ont inclus légitimement, mais malheureusement à tort, du domaine public dans le périmètre d'une ASP. Et il est impensable aujourd'hui que l'on puisse tout régulariser. Parce qu'on va avoir la nécessité de prouver, au moment où on va vouloir régulariser, aux autres membres de l'ASL qu'on est capable de leur proposer un régime de substitution tout aussi protecteur. Parce qu'il n'est pas dit que certains essaient d'en tirer argument pour essayer de mettre à à plat le régime de l'ASL ou de revoir les règles de répartition de charges. Parce que parfois on aura des copropriétés et parmi elles, des propriétaires, qui, en tout cas des propriétaires qui risquent de s'opposer à des décisions Mmh. selon les règles de majorité et donc qui rendront impossible, de prendre, des décisions et donc de sortir le domaine public du périmètre de l'ASP. Une régularisation du passé, de façon systématique, semble parfaitement impossible. Alors on aura des régularisations lorsqu'il y aura des opérations immobilières sur des immeubles pour lesquels, l'acquéreur souhaitera à tout prix que ce soit régularisé et où, on devra mettre en place toute une ingénierie juridique avec les coûts de transaction qui vont avec, hein, Mmh. et qui, permettront sans doute de trouver des solutions alternatives. Mais on ne peut pas considérer, en bonne raison, que, la seule solution est de tout régulariser parce que, ça prendrait un temps fou, ça serait Mmh. parfaitement, impensable. Et alors pour le futur, qu'est-ce qu'on pourra mettre en place? Alors oui, il y a des pistes évoquées en doctrine, bien sûr, celle qui consiste à faire une interprétation, généreuse, des textes en disant que l'hypothèque légale n'est peut-être pas impérative, qu'on pourrait, modifier les statuts ou que, cette hypothèque légale pourrait être qualifiée d'administrative pour le domaine public, ou en tout cas d'ailleurs même pour tous les biens publics puisque Mmh. l'insaisissabilité s'applique à tous les biens publics. Heu, mais aucun juge n'a statué sur cela. Et le risque serait sans doute trop fort de se lancer ou que,
tel notaire préfère telle solution, alors que tel autre préfère telle autre solution, sans avoir de pratique de place qui puisse être instaurée, puisque on n'a pas de décision stable sur quelle est la bonne pratique. Et donc, on voit bien ce qui pourrait en découler. C'est une véritable illiquidité. Ensuite, des ensembles immobiliers pour lesquels on aura choisi telle ou telle solution sans être sûr de sa faisabilité ou de sa validité en droit, tant qu'un juge ne se sera pas prononcé. Et donc personne ne se lancera dans ces pistes qui consistent à aménager le régime actuel des ASL ou des AFUL en pensant qu'on a une liberté contractuelle qui nous permette finalement de résoudre le conflit de normes. Donc la seule piste, c'est la convention, parce que l'association de 1901, dans certains cas, elle fonctionnera, mais comme vous le disiez, c'est une association de personnes et on ne peut pas empêcher un membre de la quitter. Alors quand on va avoir des ensembles immobiliers où on a par exemple que des personnes publiques ou un bailleur social et la commune, très bien, on est sur des institutionnels peu nombreux au sein de l'ensemble immobilier dont on sait que de toute façon ils ont des relations en dehors de l'ensemble immobilier qui font qu'ils se parleront toujours et qu'ils auront vocation à rester membres de l'association. Et ça peut être intéressant dans ces cas-là d'institutionnaliser quelque chose avec une association 1901. Mais dans la majeure partie des cas, seule une convention permettra de se substituer à ce qu'on prévoit aujourd'hui dans les statuts d'une ASL. Alors ces conventions, il faudra évidemment essayer de réfléchir à ce qu'on peut mettre dedans, les rendre obligatoires déjà, sans doute en faisant tout simplement une partie du cahier des charges, à l'échelle de l'ensemble immobilier. Lequel cahier des charges de toute façon s'applique, à tout propriétaire successif dans l'ensemble immobilier, divisé en volumes. On devra en tout cas y traiter les conditions d'engagement des dépenses, de provision de ces dépenses, choix des entreprises pour l'entretien, pour les travaux, peut-être des questions d'assurance, d'impôts, tout un tas de choses qui habituellement sont traitées dans le cadre de l'ASL et qui devront être traitées conventionnellement. Alors, sans doute que la bonne piste serait pour en tout cas les situations les plus pressantes, de mettre en place ces conventions tout en prévoyant que les propriétaires des volumes désigneront par un marché un tiers gestionnaire qui assurerait une sorte de fonction de syndic, parce que ça permettra quand même de faciliter les prises de décision et la bonne gestion de l'ensemble immobilier. Mais l'inconvénient, vous voyez bien, c'est qu'il n'y aura pas d'instance de décision institutionnelle comme peut-être l'assemblée générale d'une ASL. Et donc, il faudra tout écrire dans le contrat, prévoir des solutions contractuelles au cas par cas et surtout pour l'avenir et le long terme. Parce qu'on n'a ni instance de gouvernance, ni régime légal de base qui a vocation à s'appliquer de façon uniforme et donc il faut penser à tout. Et c'est pour cette raison-là, je pense que ce n'est pas tenable. En tout cas, n'a pas la même efficacité que le régime de l'ASL qui est utilisé lorsqu'on n'a pas de domaine public et qui constituera toujours le standard dans la bonne organisation des ensembles immobiliers. Et si on veut que les personnes publiques puissent faire partie de ces ensembles immobiliers, voire être attractives aussi en termes d'investissement lorsqu'elles décident de faire des déclassements en volume, eh bien, il faut leur permettre de pouvoir encore faire partie de ces ASL et de ces AFUL qui constituent aujourd'hui la solution efficace instituée par le législateur et qui présente toutes les garanties pour leurs covolumiers, que ce soit des copropriétés de logements ou des grands investisseurs institutionnels. Oui. Bon, affaire à suivre alors. On verra si le législateur intervient prochainement. Alors, peut-être pas, on ne peut pas imaginer ça dans les prochains mois, mais voilà, on imagine que ce sera peut-être à On ne sait l'agenda. jamais. Voilà. Merci infiniment en tout cas de cet exposé. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.